Bonsoir et bienvenue sur la page Facebook de National Geographic et sur le site de ecoloinfo.com. Nous sommes en direct pour un chat vidéo exceptionnel. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril et depuis 1970, ce jour est la journée mondiale de la Terre. Cette année, nous avons une thématique, le recyclage. À cette occasion, vous pourrez découvrir des documentaires inédits sur les chaînes de National Geographic Channel et National Geographic Wild toute la soirée. Vous pourrez découvrir notamment Les secrets de la Méditerranée, produit par Henrik Sala et Pierre-Yves Cousteau. Pierre-Yves Cousteau qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons déjà de nombreux internautes sur la page Facebook de National Geographic et sur ecoloinfo.com qui sont plein de questions, qui sont très curieux. Donc j'espère que vous allez pouvoir répondre à toutes leurs... Moi aussi. Bon ben voilà. Alors on commence tout de suite. On a déjà une question, c'est très rapide, de Lulopa. Quels enseignements faut-il tirer d'un film tel que Les secrets de la Méditerranée, qui passe ce soir à 20h35, je le rappelle? Alors, je ne veux pas vous gâcher le film, mais c'est un film qui traite des aires marines protégées et de leur importance. Les aires marines protégées ont une importance vitale si on veut que nos enfants et leurs enfants puissent voir un environnement marin en bon état. Parce que dans les aires marines protégées, en fait, dès qu'on protège un endroit, qu'on arrête de pêcher, qu'on arrête de mettre de la pression humaine sur cet endroit, eh bien la vie revient, la vie reprend, la biodiversité éclate et c'est un oasis de vie dans une mer qui est la mer Méditerranée, une mer agonisante aujourd'hui. D'accord, agonisante. Tout à fait. Carrément. C'est alarmant. C'est très alarmant, il y a beaucoup de problèmes. Les trois principaux étant la pollution, la pêche et le développement côtier sauvage, c'est-à-dire les pressions mécaniques qui sont faites sur l'écosystème. Évidemment, il y a le réchauffement climatique qui vient s'ajouter à tout ça avec l'acidification potentielle des océans. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, mais les aires marines protégées peuvent représenter des zones de résilience, donc des zones qui permettront à la biodiversité de recoloniser les endroits qui ont été dévastés par l'activité humaine. Donc l'enseignement à tirer de votre film, c'est que finalement, les aires marines protégées offrent une solution idéale pour la protection des mers, permettant à la fois la pêche, en dehors de l'aire marine protégée, mais une pêche plus abondante et durable, et permettant à la fois des spots de plongée magnifiques pour les plongeurs et une biodiversité respectée et épanouissée. D'accord, j'espère que l'ULOPA sera comblé avec ces réponses. Alors Maxime se demande si dans Les secrets de la Méditerranée, vous dévoilez les mystères de la mer en Méditerranée en indiquant ce qui a changé dans cet environnement marin depuis 1946. Enfin, en fait, il se demande comment vous est venue l'idée de ce film. Voilà. Alors, en fait, l'idée du film, l'idée de comparer des images d'archives Cousteau avec des images d'aujourd'hui, c'est une idée qui est un peu dans la tête de tout le monde. On a une archive photo et vidéo qui est phénoménale. On a plus de 5000 km de films, on a des millions d'images photographiques sous-marines. Tout ça qui a été réalisé sur plus de 60 ans dans plus de 100 pays différents. Donc, si vous voulez, on a un témoignage de dans quel état étaient les océans au cours des 60 dernières années. Et donc, ce XXe siècle qui a énormément impacté la vie marine. Et c'est Henrik Sala qui s'est dit, en voyant le film Le sang de la mer, que mon père a fait dans les années 80, eh bien, il y a des images qui sont datées dans le temps, qui sont géoréférencées. Retournons-y, allons voir ce qui s'est passé. D'accord, et c'est une idée qui vous trottait qui me trotte dans toujours la d'ailleurs, tête parce que c'est un potentiel énorme. Aujourd'hui, si vous allez vous baigner en Méditerranée, vous n'avez jamais été sous l'eau, vous n'avez jamais vu un film, vous allez voir un poisson peut-être, et vous allez vous dire, c'est génial, j'ai vu un poisson. Mais vous ne savez pas qu'il y a 20 ans, au même endroit, c'était une explosion de vie avec des raies, plein de poissons et plein de belles choses à voir. Donc c'est très important de faire des références au passé, parce que le passé nous dit comment ça devrait être aujourd'hui en fait. D'accord. Alors, au cours de ce documentaire, justement, vous nous parlez d'Henrik Sala et Anaïs se demande comment vous vous êtes rencontrés avec le réalisateur Henrik Sala. C'est Henrik Sala qui est venu nous trouver avec cette idée de documentaire, justement. Parce que c'est un passionné de Cousteau, c'est un passionné de mon père. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, Henrik Sala. C'est un explorateur, un protecteur de l'environnement, un défenseur de l'environnement qui m'a beaucoup appris. Et qui est quelqu'un d'adorable qui m'est très cher aujourd'hui après avoir passé un mois en mer avec les équipes National Geographic et Cousteau. Ça crée des liens d'être en expédition. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, Henrik Sala? Eh bien, c'était il y a 1 an et demi à peu près. D'accord.
Et le documentaire, vous avez tourné ensemble pendant 1 mois ou ça... C'est ça. Mais vous avez travaillé en amont, j'imagine. Et il y a eu du travail en amont, bien sûr. Avec lui. D'accord. Alors, une autre question. Clémence. Clémence se demande si avec la Cousteau Society, vous vous positionnez en sentinelle au service de la protection des fonds marins. Par quelles initiatives participez-vous à cette sauvegarde de la biodiversité aquatique? Donc, alors, la Cousteau Society, Clémence, a développé un programme qui s'appelle Cousteau Divers. J'ai développé ce programme il y a à peu près 1 an et demi maintenant, qui commence. Qu'est-ce que c'est? Alors, Cousteau Divers, en fait, l'idée, c'est un peu de la science participative, du multimédia participatif et un aspect communautaire un peu à la Facebook, justement. Donc, en mélangeant ces 3 aspects, on veut unir tous les plongeurs du monde entier pour participer à la sauvegarde et à l'étude de l'environnement. Comment on fait ça? Oui. Eh ben, c'est simple. En fait, les plongeurs, on est les seuls à mettre le nez sous l'eau, à part évidemment les gens qui font du palmas tuba. Mais on est les seuls qui aiment la beauté de la mer, qui jouissons de la beauté de la mer. Pas qui aime, mais qui en jouit, profite. Oui, voilà, qui en jouit. Parce qu'on profite tous de la mer de différentes façons. Avec les poissons qu'on mange, avec l'oxygène qu'on respire qui est produit dans les océans. On en profite tous de différentes façons. Mais nous, les plongeurs, c'est vraiment pour voir la beauté qu'on y va. Donc, comme les plongeurs, il y en a partout, il y en a plusieurs dizaines de millions partout dans le monde qui plongent régulièrement, l'idée, c'est d'utiliser les observations pendant ces plongées. Donc, ils vont les noter sur une tablette, donc, qui sera spécifique pour chaque région, une pour la Méditerranée, une pour la mer Rouge, etc. Tablette, C'est une tablette sous-marine, ah oui, sur laquelle on note avec des petits dessins. C'est très simple d'utilisation et assez divertissant, justement. Et sous l'eau, on note ces observations, on fait des petits comptages de poissons, on regarde un peu le type d'environnement dans lequel on est. Et après, on fait remonter cette information sur un tableau magique. Et donc, ça nous permettra, à terme, de faire un diagnostic en temps quasiment réel de la santé des océans. Et une fois qu'on aura ce diagnostic en place, on pourra déclencher des alertes s'il y a des problèmes environnementaux et faire des expéditions avec des scientifiques et en invitant à bord les gens qui auront le plus participé, les plongeurs, pour proposer des recommandations. Donc, tous les plongeurs du monde peuvent prendre leur petite tablette et... C'est ça. Donc le site s'appelle cousteaudivers.org et on a aussi une page Facebook Cousteau Divers. D'accord. Alors, une question de Loulou. Alors, Loulou, chez les Cousteau, l'intérêt et la défense des océans, cela semble être de famille, puisque vous êtes le fils, je le rappelle, du commandant Cousteau. Qu'en retirez-vous? Une fierté? Vous êtes fier de... Je suis fier, oui, d'être le fils du commandant Cousteau, parce que je suis un fan de son œuvre. J'adore tout ce qu'il a fait, j'adore sa philosophie, sa poésie. Son travail exceptionnel qu'il a fait pour que les gens prennent conscience de la beauté des océans et de leur fragilité. Et j'estime que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir, avec la Cousteau Society, continuer son œuvre et faire perdurer sa philosophie. Et puis les temps changent aussi, donc trouver des nouvelles choses, trouver des nouveaux moyens comme Facebook, les réseaux sociaux, tout à fait, pour engager les gens à prendre conscience et à protéger l'environnement. D'accord. Alors Musso, c'est peut-être Guillaume, je ne sais pas, Musso vous demande, auprès de votre père justement, vous êtes vous-même devenu un passionné des fonds marins. Quelle valeur gardez-vous de lui? Alors, vous avez un peu répondu. Mais... Oui, mais il y a plusieurs valeurs. Je pense que la valeur principale, c'est l'amour de la vie et le respect de la vie. Donc aimer la vie, sa vie, et puis la vie des autres, puis la vie sauvage, respecter cette vie. Toutes les formes de vie. Toutes les formes de vie, oui, tout à fait. Parce qu'on est un petit maillon dans tout un écosystème et on a tendance à se croire supérieur à tout cet écosystème, mais sans lui, on n'ira nulle part. Donc c'est très important qu'on le respecte, cet écosystème. Et une des valeurs d'honnêteté aussi, de suivre son cœur, de suivre ses envies, de faire ce qu'on aime, parce qu'on ne peut faire les choses bien que quand on fait ce qu'on aime, finalement. Et voilà, ouais, c'est les valeurs principales que je retiens. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions, je ne sais laquelle choisir. Maxime, tiens. Maxime, votre engagement écologique s'étend-il au-delà de l'univers marin? Alors, en fait, tout est connecté. Donc, effectivement, c'est pas facile de s'occuper de tout, surtout quand on est seul. Mais en fait, protéger la mer, c'est également protéger de la déforestation, parce que la déforestation entraîne les glissements de terrain qui vont ensuite avoir des effets mécaniques sur la vie marine et potentiellement mauvais, néfastes. Et
En fait, le point commun qu'il y a entre ce qui est terrestre et ce qui est marin, c'est l'eau. C'est l'eau. L'eau douce, l'eau salée, l'eau saumâtre, c'est l'eau. Et donc, à se sentir citoyen du monde, se sentir steward de la protection de l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est essentiel et que ça bénéficiera ultimement à tous les écosystèmes. Ouais. Oui, c'est la biodiversité, enfin, c'est la sauvegarde de l'environnement qui vous intéresse en général. Oui, alors, et de par peut-être votre famille, vous avez un amour particulier pour les fonds marins. J'adore la plongée, j'adore la mer, bien sûr. Vous avez été initié tout petit Tout petit, oui. Tout petit. Alors, une nouvelle question. Nous avons une question de Nathalie. Nathalie, l'année dernière était célébré le centenaire de la naissance de Jean-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau. Ah bah c'est trompé. Bah alors Nathalie, pensez-vous que dans 100 ans, il y aura toujours quelqu'un pour défendre son œuvre à travers le monde? Bah vous, évidemment. Dans 100 ans? Waouh. Dites donc. Pourquoi 130 ans, pourquoi ça arrive. Pourquoi pas. Alors je pense que mon père a influencé des millions de gens dans le monde entier. Des gens qui sont devenus des biologistes, des gens qui sont devenus des protecteurs de l'environnement, des gens qui sont devenus des plongeurs. Et il a changé le monde, il a changé les gens. Et ça continuera de toute façon. Tant qu'il y aura des gens pour inspirer avec la beauté, en montrant la beauté, pour toucher le cœur des gens, il y aura toujours cette philosophie, cet amour de la vie, encore une fois, et ce respect de la vie qui sera transmis. Espérons qu'il va grandir et qui va permettre d'avoir des approches plus responsables par rapport à la gestion de l'environnement. Alexandra. Alors Alexandra, elle demande que fait votre entité Cousteau Divers, Cousteau Divers, pour sensibiliser les jeunes enfants au sort des animaux marins? Alors, en fait, la méthodologie de sciences participatives, c'est une plaquette qu'on amène sous l'eau, comme je vous disais. Oui. Et c'est très simple. Donc, à la fois, les plongeurs peuvent s'en servir pour noter leurs observations, c'est une chose assez sérieuse, mais toujours divertissante. À la fois, on peut s'en servir de façon pédagogique pour que les enfants apprennent quels sont les animaux dans telle région du monde, qui sont des sous-marins, qui sont des bioindicateurs de la santé des océans. Quelle est l'importance de certaines espèces, quelles sont les espèces invasives, quelles sont les espèces dont on va voir de plus en plus à cause du réchauffement climatique, des choses comme ça. Donc c'est à la fois utile pour les gens qui veulent participer à la connaissance et à la protection des océans, et à la fois utile au niveau pédagogique et au niveau de l'éducation et de la sensibilisation, notamment des enfants. Et vous avez des programmes spéciaux destinés aux enfants, des programmes pédagogiques, vous travaillez Alors actuellement, Cousteau Divers non, donc à part le fait que cette tablette est à double usage. Mais l'équipe Cousteau, oui, elle a un programme qui s'appelle Cousteau Kids, qui est donc un trimestriel, un journal trimestriel pour les enfants avec des activités dedans, des jeux, qui est même fait pour être utilisé dans les écoles. Qui est vendu en France Actuellement, il est vendu et distribué aux États-Unis et on est en train de chercher à le développer en France. Bah oui. Mais c'est pour les enfants de 10 ans à peu près. Et c'est merveilleux pour les sensibiliser à l'environnement. On lance un appel aux éditeurs. Voilà. Alors on continue avec TomTom. Pierre-Yves, vous êtes un fervent défenseur des requins pour lesquels vous développez un programme Cousteau Divers. N'est-il pas difficile de sensibiliser l'opinion publique au sort de ces créatures souvent empreintes d'une image négative? Oui. Les requins. Les requins. Vous racontiez une petite anecdote tout à l'heure hors antenne que vous pouvez peut-être faire partager. En fait, la première fois que j'ai plongé, j'avais 9 ans. Et la deuxième fois que j'ai plongé, c'était le lendemain. Et j'ai vu un requin, un grand requin. Bon, j'étais tout petit, donc peut-être qu'il n'était pas si grand que ça, mais il m'a paru très grand. Et j'étais terrorisé de voir ce requin sous l'eau. Vous étiez... Ouais, je devais être à 6 mètres, 6-7 mètres de fond. Et je vois ce requin et j'étais partagé entre l'envie de partir dans l'autre sens à toute vitesse et de m'enfuir de ce requin, et la curiosité, parce que c'est vraiment des magnifiques créatures sculptées par l'évolution au cours des 400 derniers millions d'années pour être les prédateurs numéro 1 des océans. Et finalement, je suis très heureux parce que je suis resté, j'ai décidé de rester et d'observer ce requin qui, au bout d'un moment, a remarqué ma présence et est parti. Ça devait être un requin nourrice, je pense. Et en fait, je pense que la peur qu'on vit dans nos vies de tous les jours, que la société nous impose parfois aussi, eh bien, il faut la combattre avec l'amour et avec la curiosité. Donc là, en l'occurrence, j'avais peur de ce requin et ma curiosité m'a poussé, mon amour de cette bête, de sa beauté, m'a poussé à en savoir plus sur elle. Et je pense que ça, c'est une réaction très saine que beaucoup de gens devraient avoir quand vous sentez de la peur pour quelque chose. Eh bien, posez-vous la question pourquoi vous avez cette peur et
allez chercher à mieux comprendre la chose qui vous fait peur. Parce que ces requins, finalement, ils sont essentiels à l'équilibre et au bien-être des océans. Ils maintiennent un équilibre entre les espèces qui font que les océans sont en bonne santé. Les océans ont évolué avec les requins dans l'équation. Donc si on retire les requins de l'équation, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y a 80 millions de requins qui meurent chaque année. Si on retire les requins de l'équation, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'on aura des effondrements de stocks de poissons, peut-être qu'on aura... on ne sait pas comment les océans seront impactés par ça. Donc les requins, c'est des créatures magnifiques avec des systèmes physiologiques développés à la prédation. C'est vraiment passionnant. Nous ne sommes pas leur proie. Mais ça, c'est l'effet Dents de la mer. C'est l'effet Dents de la mer, absolument. Qui a traumatisé tous les trentenaires. C'est une peur humaine ancrée en nous du fait que les pêcheurs de tout temps ont eu peur des requins. Ouais. Parce que les pêcheurs ramenaient du poisson, donc des animaux en détresse qui attiraient les requins. Les requins n'étaient pas là pour les pêcheurs, ils étaient là pour les animaux en détresse. Ils sont là pour ça dans l'océan, pour éliminer les animaux en détresse. Donc un requin ne va pas forcément nous manger. Pas du tout. Ouais. Quand vous êtes sous l'eau et si vous êtes calme, le requin va vous ignorer complètement, voire même avoir peur de vous. Dans leur tête, quand ils nous voient, ils ne pensent pas à la nourriture. C'est comme quand vous regardez un ver de terre. Sauf s'ils ont faim, peut-être, non? Non, même pas. Non, parce qu'un requin, c'est quelque chose c'est un animal qui est assez peureux, parce qu'il a besoin de se garder en bonne santé. Donc il va surtout attaquer des proies faciles, des proies qui sont en danger. Si vous êtes dans l'eau et que vous voyez un requin et que vous êtes terrorisé et vous faites des grands gestes, il va vous associer à un animal en détresse. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, il risque d'y avoir une réaction de prédation. Je comprends mieux. Et concrètement, quel est le programme que vous développez? Vous avez des choses concrètes à nous présenter? Les actions que j'ai menées par rapport aux requins sont surtout des actions de sensibilisation au niveau des gens, dans les écoles. Pour combattre tous ces clichés, justement. Combattre les clichés, voilà. Que les gens comprennent à quel point ces requins sont importants pour l'écosystème. D'accord. Et pour la plongée, pour l'industrie de la plongée aussi. Et puis au niveau des gouvernements aussi, du lobbying pour qu'ils créent des aires marines protégées, des sanctuaires pour les requins, des choses comme ça. Bon, très bien. On continue, on a beaucoup de questions. Alors on va prendre Serge. Serge, le tourisme a un fort impact sur la vie des fonds marins. Comment y remédier selon vous? Donc un impact négatif, sous-entend Serge. Oui, oui, mais il n'a pas tort, Serge, parce que le tourisme, en fait, c'est une excellente chose pour l'environnement. Dans le sens où sans tourisme, on n'aurait quasiment aucune raison économique de préserver l'environnement. Donc le tourisme est un moteur économique de préservation de l'environnement. Donc c'est essentiel. Cependant, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions respectueuses de l'environnement. Parce que généralement, assez souvent, trop souvent, le tourisme se développe sans penser à l'avenir, avec une vision à court terme. On va se développer sans penser à l'avenir et on va jouir des ressources naturelles jusqu'à ce qu'elles ne soient plus là. Au lieu de penser, on va s'installer avec une vision de durabilité et dans 30 ans, notre hôtel ou notre centre de plongée il sera toujours là et il y aura toujours les bons spots et ils seront même encore mieux parce qu'on peut... On pense à l'économie immédiate, immédiate, voilà, c'est ça. Donc le tourisme fait dans des conditions durables, c'est une excellente chose pour l'environnement. Et ce qu'on a montré dans le film avec National Geographic et les secrets de la Méditerranée... Diffusé ce soir à 20h35. c'est vraiment que, en tant qu'espèce humaine, on a autant la capacité de détruire l'environnement, très bonne capacité, surtout par inconscience, mais on a aussi la capacité de le restaurer. On a la capacité de le protéger et ça marche. La vie revient et c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on peut faire. On peut faire un paradis sur Terre. Très bien, on l'espère. Alors on continue. Damien, quelles solutions et réglementations idéalement aimeriez-vous voir mises en œuvre pour préserver les espèces aquatiques? Quelle serait la réglementation idéale? Voilà, idéale, nous dit Damien. Les espèces aquatiques en particulier, eh bien, il faudrait que 20% des océans soient protégés. Interdiction de pêche dans 20%. Seulement 20%? Ça paraît pas beaucoup. Ça suffirait à renouveler la biodiversité. C'est exact, ça permettrait de repopuler les océans avec... donc protéger 20% fermement de la pêche. J'interdirais la pêche au chalut, qui détruit systématiquement tous les fonds marins pour récolter en général des crevettes. Donc quand vous mangez une crevette, vous pouvez vous dire que ça détruit tout le fond marin sur lequel elles ont été trouvées. Petite larme pour la crevette. Et... idéalement. Oui. Et aujourd'hui, combien de fonds marins sont protégés? 1%? Moins d'1%. Bien moins d'1% malheureusement. Ah oui, c'est utopique alors 20%. Non, pas du tout. Peut y arriver, réalité, des modèles économiques ont été projetés pour voir si c'était durable au niveau économique de protéger 20%. Et en réalité, il y a tellement de subventions à la pêche
que c'est non seulement une industrie qui perd énormément d'argent, qui fait perdre énormément d'argent à l'État, mais avec moins d'argent qu'il n'en faut pour ces subventions, on peut protéger ces 20%. Ah oui. Et ça créerait 1 million d'emplois. Ah oui. Ouais. Mais il faut le dire haut et fort. Criez-le. C'est ce qu'on essaie de faire. On va vous entendre. Nicolas Hulot. Alors, on continue avec... On va prendre Catherine. Catherine, la préservation de la faune et la flore marine est une préoccupation dont les solutions sont coûteuses. Bah, on y vient. À vos yeux, qui devrait principalement financer cette démarche de sauvegarde de l'environnement? Alors, Catherine, je ne suis pas d'accord avec vous. Catherine. Catherine nous dit que la préservation de la faune et de la flore marine est une préoccupation dont les solutions sont coûteuses. C'est faux. Ce qui est coûteux, c'est de justement pas s'en préoccuper. C'est là que ça va coûter cher. Parce que vous avez beau avoir 100 milliards d'euros, vous ne pouvez pas faire revenir un écosystème corallien s'il a été détruit par le réchauffement climatique. Donc l'argent ne se traduit pas en biodiversité. C'est très difficile de mettre un prix aux choses vivantes. Mais ce qui coûte cher, c'est de ne rien faire. Et ça ne va pas nous coûter cher à nous peut-être, mais c'est à nos enfants que ça va coûter cher, et à leurs enfants. Donc, et surtout, beaucoup de modèles ont démontré que les mesures de protection et solutions aux problèmes de l'environnement, bien qu'elles nécessitent un investissement initial, elles permettent de générer beaucoup plus d'argent, de recouvrer cet investissement très rapidement et par un facteur de 4, 5, multiple en tout cas. Et à votre avis, c'est l'État qui devrait prendre en charge tout ou chaque citoyen pourrait s'investir financièrement Au niveau financier, écoutez, je vais vous le dire ce que disait mon père dans les années 80. Et ça ne s'applique pas justement à la préservation de l'environnement, mais ça nous donne une idée d'où on pourrait chercher cet argent. Il disait, il faudrait 400 milliards de dollars par an pendant 15 ans, ça fait beaucoup d'argent, pour donner à chaque être humain sur Terre de l'eau, de l'éducation et un plan de retraite. Donc pour rendre heureux, enfin pour permettre de vivre décemment à tous les êtres humains de la Terre, voilà le coût. Et donc ça freinerait l'augmentation de la population parce que tous ces gens passeraient en transition démographique avec une baisse de mortalité et une baisse des natalités. Et ça permettrait finalement qu'on vive dans un monde quasiment paradisiaque par rapport à celui dans lequel on vit aujourd'hui. Cet investissement, ça représente 1/3 des budgets militaires mondiaux. Ouais. Et si on fait ça, aujourd'hui, beaucoup des budgets militaires sont alloués à combattre le terrorisme. Mais si partout dans le monde, les gens sont heureux, pourquoi est-ce qu'il y aurait du terrorisme? Pourquoi est-ce qu'ils iraient prendre des armes pour s'insurger? Si les gens ont leurs besoins fondamentaux qui sont remplis, ils peuvent s'épanouir et ils n'ont pas besoin d'avoir recours à cette violence. Et du coup, il y a un besoin militaire qui est moindre. Et ça a été calculé par le plan bleu, je crois, que si on donnait de l'eau à tous ces gens, à tout le monde sur Terre, l'investissement, en fait, permettrait de générer 4 fois plus que le coût. Donc, parce que c'est des économies qu'on fait dans le domaine de la santé, parce que les gens tombent moins malades, c'est des économies qu'on fait dans plein de domaines différents. Bon, pour en revenir à l'environnement, donc une source de financement pour l'environnement, eh bien, ça pourrait être effectivement les gouvernements, les entités supranationales, telles que l'ONU, l'UNESCO, ça pourrait être les entreprises, les industries. Mais alors ça commence un petit peu, c'est vrai que les entreprises s'engagent de plus en plus, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés, mais c'est lent, c'est vrai que c'est... C'est vrai, mais ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les cultures. On y viendra peut-être. On y viendra. Alors on continue avec une question d'Anthony. Alors le 22 avril, aujourd'hui, est la journée dédiée à l'environnement, alors c'est la journée de la Terre pour être plus précise. Pensez-vous que ce genre d'initiative soit réellement efficace pour sensibiliser le grand public? Bien, j'ai envie de dire que si c'était pas la journée de la Terre, je serais peut-être pas là avec vous en train de faire cette émission. Et non. Et donc, quelque part, c'est efficace pour sensibiliser le public. Oui, je pense que c'est important. Mais si on regarde les origines de ces journées de la Terre, journées de l'eau et choses comme ça, c'était des mouvements contestataires aux États-Unis qui disaient mais où va-t-on avec nos sociétés industrielles dans les années 70, donc il y a très longtemps. C'était en 1970 la journée de la Terre. Elle a été où va-t-on avec tout ça et finalement ces mouvements, au début, qui étaient presque révolutionnaires, qui demandaient vraiment à ce qu'on arrête de polluer les cours d'eau, qu'on arrête de saccager les océans,
Eh bien aujourd'hui c'est devenu un peu plus mou, c'est devenu un peu des raisons de faire de la communication verte, des choses comme ça. Parce que justement c'est très difficile de changer les sociétés en profondeur. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, ces journées dédiées à l'environnement, la journée de l'eau, etc., sont moins contestataires, sont voilà. plus des journées commerciales. Un peu comme la Saint-Valentin. Oh non, non, j'exagère complètement. Non, mais c'est essentiel que pendant ces journées, on incite les gens à se poser des questions. On incite les gens, et je vous remercie de cette invitation, parce que c'est essentiel qu'on incite les gens à se poser des questions. Dans quel monde veut-on vivre ? Qu'on pose les bases de ce monde dans lequel on veut vivre et qu'on les imagine. Et le simple fait de les imaginer, de se projeter, ça les crée dans nos têtes. Et le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'on crée ce monde. Donc c'est une journée parfaite pour se poser ces questions, pour se dire, tiens, comment est-ce que je verrais la société, moi, si je devais tout refaire ? Refaire le monde, finalement. C'est important de le faire, parce que ça permet d'avoir une nouvelle vision, de trouver des... En fait, le combat pour préserver l'environnement est une opportunité d'innovation. Quand on se pose ces questions d'environnement, ça nous titille à être innovateur, à être créatif. Et donc, c'est des choses qui sont toujours très positives. D'accord, très bien. Alors maintenant, une question de Jules T. Alors Jules, pourquoi avoir accepté de participer à cette initiative de la National Geographic Society ? Alors, il parle du documentaire, oui, je pense, Le secret de la Méditerranée. En fait, moi, ma question, ça aurait été comment aurais-je pu refuser ? C'était une expédition merveilleuse, partir un mois, visiter les plus beaux sites de plongée de la Méditerranée sur les aires marines protégées et participer à la sensibilisation de millions de gens, de milliers de gens en tout cas, avec ce documentaire. Vous associez à National Geographic Society Ça, c'est une association qui est très ancienne avec Cousteau. Mon père a travaillé avec National Geographic dès les années 60. D'accord. Et c'est... oui, non, il n'y a pas de... En fait, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence dans les milieux qui cherchent à protéger l'environnement parce qu'il y a des fonds qui sont limités, donc tout le monde se bat pour avoir ces fonds. Et c'est dommage, parce que finalement, on a besoin de travailler ensemble sur tous ces problèmes, parce que c'est des problèmes mondiaux et on n'est jamais trop nombreux à travailler là-dessus. Donc j'étais très heureux de travailler avec National Geographic là-dessus et j'espère qu'on travaillera davantage avec National Geographic. On l'espère également. Jean-Jacques, une question de Jean-Jacques. Quel lien entretenez-vous je crois que vous y avez répondu. Quel lien entretenez-vous avec la National Geographic Society ? Très bon, puisque vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Alors, on va prendre Sophie. La catastrophe de Fukushima au Japon est véritablement terrible pour la mer qui borde la centrale nucléaire. Pensez-vous que l'impact écologique et plus spécifiquement marin est suffisamment pris au compte ou au contraire négligé ? Une actualité toute récente. Oui, je pense que c'est même peut-être l'actualité la plus importante au monde aujourd'hui. Alors, elle est cachée par les guerres qu'on est en train de mener à différents endroits du monde en ce moment, en France, par d'autres choses, mais il n'y a rien de plus important aujourd'hui, je pense, pour la survie de l'humanité que ces questions de nucléaire. Le nucléaire, c'est une abomination sous toutes ses formes. Ah, donc vous êtes complètement contre. C'est simple, quand on regarde le Japon, il y a 50 centrales nucléaires, ils sont sur 3 plaques tectoniques. Il y a un jour où on a vu que Fukushima, ça a fait ce nuage, mais quand il y en a 4 ou 5 ou 6 des centrales qui pètent, qu'est-ce qui nous arrive à nous, à l'ensemble de la Terre ? C'est pas un problème national, c'est pas un problème local, c'est des questions qu'il faut prendre en compte sur une échelle globale. Et le nucléaire n'est pas une solution viable. Non seulement c'est pas une solution viable écologiquement, mais c'est pas une solution viable économiquement. Le prix d'une centrale nucléaire et le prix du kilowatt-heure que vous allez payer pour cette électricité ne reflètent pas les coûts environnementaux de la centrale. Donc combien il va falloir payer pour mettre hors service la centrale ? Parce qu'un jour, il faudra bien la mettre hors service. Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets ? C'est des problèmes qu'on reporte à nos enfants et à leurs enfants et à leurs enfants. Mais imaginez-vous que demain, ça peut être la catastrophe nucléaire à cause de ces centrales. Et dans ce cas-là, un enfant qui naît aujourd'hui naîtra dans un monde contaminé par le nucléaire. C'est très grave. Ça veut dire qu'on aura tous des cancers à 40 ans, ou peut-être avant. On vivra peut-être terrés sous terre comme des rats pour échapper à la radiation. Oh, vous me faites peur. Mais c'est terrorisant. Je suis personnellement terrorisé par le nucléaire. Ah oui ? Oui, vraiment. C'est vraiment un combat... Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que l'humanité ait fait jusqu'à présent
que l'emploi excessif de cette énergie. Vous pensez qu'on arrivera à mettre un terme à... Il faudrait qu'on arrête d'en faire déjà, d'en construire, et qu'ensuite on prépare des plans de gestion des déchets et pour arrêter les centrales au fur et à mesure qu'on développe les énergies renouvelables. Donc c'est pas demain. Espérons que ce sera demain, parce que mais... plus ce sera tard et plus les risques seront grands que des problèmes se répètent. Les ingénieurs nucléaires nous disent oh, il y a 99,99% de chances que tout aille bien. Okay, donc un millième de pourcent de chance qu'il y ait un accident. Et ben, ces 40 dernières années, il y en a eu 3 des gros accidents nucléaires. Et donc, on ne peut pas faire confiance à des statistiques quand c'est la vie de millions de personnes. Voilà, quand les enjeux sont aussi grands. Et effectivement, Sophie nous parle des conséquences écologiques sur le milieu marin de la radiation. La radiation, c'est vraiment un problème pour l'homme. Et Harry, justement, rebondit et se demande qu'adviendra-t-il de la zone maritime auprès de la centrale de Fukushima et des animaux marins qui s'y trouvent. Alors, il n'y a plus rien là où... Si on regarde Tchernobyl, si on regarde ce qui s'est passé à Tchernobyl et autour de Tchernobyl, qui est une zone dans laquelle les gens ne vivent pas encore aujourd'hui, eh bien la nature a vraiment adapté, a repris ses droits. Oui, il y a un bon retour de la nature dans ces endroits-là. Ce qui tend à prouver d'ailleurs que l'activité humaine est bien plus dangereuse que même les radiations pour la vie. Mais le problème, c'est pas la vie, c'est nous. La vie, elle continuera sur Terre bien après nous. L'environnement, il se portera à merveille quand on sera plus là. Le problème, c'est quand est-ce que nous, on va partir. Et est-ce qu'on n'est pas en train de précipiter la fin de l'espèce humaine, ou en tout cas la vie dans des conditions abominables, avec ce nucléaire. D'accord. On continue maintenant. Pardon, je suis désolé. Vous nous avez fait très peur. Je sais pas ce que j'ai peur, mais... Alors, on continue avec Renaud, qui nous parle. Début avril, se sont tenues à Paris les universités de la Terre, avec pour thème bâtir une nouvelle société. Une telle réflexion est-elle possible en occultant la dimension de préservation aquatique? Et ce serait quoi pour vous une société du futur idéale d'un point de vue écologique? Grande question. Grande question. On aurait 20% des océans protégés déjà. On serait bien moins nombreux aussi. On aurait réussi à stabiliser la population humaine bien avant qu'elle atteigne ces 7 milliards. Et puis, alors pour moi, idéalement, en fait, non seulement l'écologie et l'environnement, ça ne peut pas être dissocié de l'environnement marin, comme semble le dire Renaud. Je suis très heureux qu'il fasse ce thème, bâtir une nouvelle société. C'est vraiment fantastique de pousser les jeunes gens à réfléchir à ces questions. Donc pour moi, une société idéale, un monde idéal, non seulement ça passe par le fait que socialement, tout aille bien. Oui. Parce que c'est très important pour l'environnement. La société et l'environnement sont très liés. La culture et l'environnement sont très liés. L'éducation. La culture et l'environnement, par exemple, avec les ailerons de requins qui sont mangés en Asie, c'est culturel pour eux, ça ne leur apporte rien au niveau nutritif et ça dévaste l'environnement. Donc, vous voyez, la culture et l'environnement sont toujours très liés, surtout quand on est très nombreux. Donc, pour moi, assez paradoxalement, c'est quand même les pays les plus riches et donc les plus éduqués, on va dire, qui détruisent la planète. Ce sont quand même les États-Unis, l'Europe, c'est-à-dire que pour atteindre ce niveau de contribuent à... En fait, c'est pour atteindre ce niveau de développement, c'est le chemin qu'on a parcouru qui a fait qu'on a été aussi dévastateur pour l'environnement. Mais maintenant qu'on a parcouru ce chemin de développement, on se pose les questions parce qu'on voit les conséquences surtout de ce développement. Et non, on aurait peut-être pu se les poser avant. Mais en tout cas, pour moi, une société idéale, c'est une société dans laquelle tout le monde, chaque être humain sur Terre, a ses besoins vitaux qui sont remplis. Donc chaque être humain sur Terre a accès à l'eau, a accès à l'éducation, a accès à la nourriture. Une fois que ça c'est fait, déjà, on peut envisager une symbiose avec la nature, donc des énergies 100% renouvelables, de l'utilisation parcimonieuse de l'eau, et des choses que les sociétés traditionnelles font et faisaient pendant très longtemps. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire, par exemple, collecter l'eau des pluies, parce que l'air est contaminé, donc l'eau des pluies est contaminée aussi. Mais oui, une société idéale, c'est une société qui se rend maître de la Terre. Et pas au sens dictateur avec des armes, mais qui se rend maître de la Terre comme un équipage se rend maître d'un navire. C'est-à-dire en comprenant exactement où va la planète, et en comprenant exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Être aux commandes. Aujourd'hui, on n'est pas aux commandes. D'accord. Aujourd'hui, c'est chacun dans son coin et dépêchons-nous de tout prendre tant qu'il y en a. Mais une société idéale pour moi, c'est ça. C'est une société qui est consciente d'elle-même. De la même façon qu'on dit que les animaux ne sont pas conscients d'eux-mêmes et que c'est ça qui les différencie de nous.
Mais finalement, au niveau société, on n'est pas conscient de nous-mêmes. On n'a pas une société qui est consciente de ses impacts, de ses gestes quotidiens quand vous prenez un gobelet en plastique, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que j'espère que vous avez répondu à Renaud. Alors, on continue. Il y a beaucoup de questions ce soir. Ils sont présents. Alors, David, en 2010, l'équipe Cousteau a déposé une demande pour que le Calypso soit classé au patrimoine national. Qu'en est-il sur ce point aujourd'hui ? Alors, on le rappelle, le Calypso, c'était la Calypso, c'est le navire mythique de mon père avec lequel il a fait tous ses films pendant toutes ces années. Il a sillonné les océans. Et c'est un personnage, en réalité. C'est beaucoup plus qu'un navire. C'est un personnage de ses films. Pardon. Et donc, en tant que tel, c'est essentiel de la ramener aujourd'hui. Pourquoi la ramener ? Parce qu'en 1995, je crois, elle a coulé dans le port de Singapour suite à un accident stupide. Et aujourd'hui, on a réussi à la sortir de l'eau, à la ramener en France, à la reflotter. Aujourd'hui, on l'a amenée dans un chantier naval dans lequel on a commencé les réparations. D'accord. Et il faut encore beaucoup d'argent. Elle est où aujourd'hui ? À Concarneau. Il faut encore aujourd'hui beaucoup d'argent pour terminer ces réparations et pour la ramener comme ambassadeur de l'environnement. Et vous comptez vous en servir, vous, bien un sûr, jour bien sûr. Oui, si on arrive à la sortir de là, oui, ça sera un bateau phare pour l'environnement partout dans le monde. Donc est-ce qu'elle est au patrimoine national ? Je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit déjà le cas. J'espère que ce sera le cas très bientôt, parce que ça faciliterait, ça avancerait les réparations. Ouais. Et puis c'est un patrimoine français aussi, ce bateau. C'est vrai, ce navire, l'œuvre de mon père, a participé au rayonnement culturel français dans le monde. Et l'État ne fait pas grand-chose pour préserver ce capital, donc cette culture. Donc je suis un peu déçu là-dessus et j'espère que justement il sera déclaré patrimoine national et que ça permettra de le réparer dans des conditions adéquates. Très bien. Alors Baba, comment ont été prises les images de votre film ? Comment s'organise l'équipe avec vous ? Avec qui vous avez travaillé, oui. D'accord. Avec qui vous avez travaillé ? Alors, comment ont été prises les images de votre film ? Alors, comment on a fait ? En fait, on est parti de Marseille avec l'Alcyone, donc l'autre navire de mon père qui a des turbovoiles, etc. Je ne veux pas vous en dire plus tout de suite. Et une équipe. Alors, il y avait qui comme équipe ? Il y avait Franck Lemelec et moi. On était les deux plongeurs du côté Cousteau. Et du côté National Geographic, on avait Henrik Sala, explorateur National Geographic, Manu Sanfélix et Leandro Blanco, deux caméramans sous-marins extraordinaires, avec un caméraman terrestre, Neil Guilinas. D'accord. Et donc nos journées s'organisaient à peu près sur 3 plongées par jour, et pendant ces plongées, on explorait. Et puis on filmait la vie telle qu'on la voyait dans les réserves marines, en dehors des réserves marines. Après, on allait voir les pêcheurs, on les suivait pendant leur pêche, on leur posait des questions. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'environnement ? Donc c'était pas de tout repos, c'était très physique et c'était passionnant. Et vous êtes rendu sur des lieux précis, vous avez un programme à 4 lieux différents. Ouais. C'est ça. Donc que vous verrez dans le film. Oui, tout à l'heure, dans plus très longtemps maintenant. On continue avec Marie. Parfois, on en vient souvent à croire que le commandant Cousteau est né avec son bonnet rouge. Alors ça, c'est pour terminer la dernière question, parce que je crois qu'après, on doit... Est-ce que je suis adepte du bonnet rouge ? Marie me demande ça. Eh bien, j'ai un bonnet rouge, figurez-vous. C'est vrai. Mais je ne le porte pas en été. J'aurais pu le... Mais en réalité, son bonnet rouge, il y a une explication derrière l'utilisation de ce bonnet rouge. Il y a 2 explications, même. D'abord, les plongeurs dans le temps plongeaient avec des casques et des pieds lourds, on appelait ça. Ouais. Et en fait, pour purger l'air du casque, ils avaient une petite valve et ils appuyaient dessus. Donc, ils avaient un bonnet qui était roulé pour ne pas se faire mal à la tête en appuyant sur la valve. D'accord. Oh. Et le fait qu'il soit rouge, ça vient du bagne de Toulon, il me semble, où on désignait certains bagnards pour faire certaines tâches par un bonnet rouge qui disait qu'ils allaient un peu au casse-pipe. Et c'était un peu ça au début, l'aventure Cousteau. C'était des gens qui, au tout début des balbutiements de la plongée, d'ailleurs il a inventé la plongée, qui allaient plonger dans des environnements que personne n'avait jamais vus. Donc c'était un peu dangereux, risqué, excitant. Et c'est pour ça que mon père les désignait de ce bonnet rouge. D'accord. Alors aujourd'hui, non, je n'ai pas j'en suis pas adepte, comme semble suggérer Marie. Mais voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets maintenant ? Vous l'avez tourné quand, Les Secrets de la Méditerranée ? C'était en juin 2010. D'accord. Et depuis, vous avez fait quoi ? Vous vous consacrez uniquement à... Depuis, je me consacre énormément, même à la société ? À Cousteau Divers, oui, au développement du programme pour les plongeurs, dont je fais la promotion sur tous les salons de plongée,
pour lequel je suis en train de développer les méthodologies scientifiques pour la Méditerranée, pour la mer Rouge, pour les Caraïbes. Et ça, vous avez une formation scientifique ou... Oui, j'ai un master de biochimie et un master de sciences spatiales. Ah ben voilà. Donc, je suis plutôt, Vous n'êtes pas que plongeur. Non, non, non. Et ça m'aide beaucoup d'ailleurs. Ah bah oui. Et voilà. Mais une autre partie du programme Cousteau Diver, c'est le multimédia participatif. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de mettre en ligne leurs photos et leurs vidéos sous-marines, géolocalisées et chronomarquées, afin qu'on puisse les comparer aux images d'archives, pour faire des avant-après, et pour que les gens puissent voir directement qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. D'accord, c'est super bien. Et donc l'emploi du temps type d'un Pierre-Yves Cousteau, c'est quoi? Je passe pas mal de temps à l'étranger Oui. pour faire de la sensibilisation, pour faire la promotion de mon programme. Vous êtes surtout aux États-Unis, c'est ça? Non, je suis surtout en France. Ah d'accord. Je suis tout particulièrement en France, c'est là que je vis. Mais je suis amené à voyager pas mal, en Europe notamment. J'étais récemment aux États-Unis aussi. Je pars la semaine prochaine à Singapour pour faire de la sensibilisation sur justement les requins et le fait que cette culture, cette pratique est nocive pour l'environnement. Eh bien, très bien. Et des projets avec National Geographic Society? Pas encore, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup. Avec tous les téléspectateurs qu'on va avoir, on l'espère. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Yves Cousteau. Donc, on dit au revoir à tous nos internautes qui nous ont posé beaucoup de questions. Venez voir notre page Facebook Cousteau Divers. Voilà, la petite pub. Et on retrouve tout de suite votre documentaire, Les secrets de la Méditerranée, sur National Geographic Wild. À très vite.